Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier webinaire de l'automne avec une nouvelle série Rebondir. Donc, rebondir parce que les organisations auxquelles vous appartenez rencontrent en ce moment des défis importants depuis plus d'un an. Et pour ce premier webinaire, on a le plaisir d'accueillir Laurent Vorelli de Propulsion RH qui va aborder avec nous la question importante et essentielle de la reconnaissance des employés, des bénévoles, des membres du conseil d'administration. Donc, c'est un enjeu particulièrement important dans le contexte difficile qu'on traverse avec une rareté de la main-d'œuvre. Donc, c'est plus important que jamais disons, d'attirer des bénévoles, des administrateurs, des employés qui ont les profils recherchés, mais aussi qui vont rester avec nous. Pour les membres du conseil d'administration, on espère toujours que les gens vont faire plus d'un mandat lorsqu'on sait le temps que ça prend avant de s'approprier les dossiers, de bien connaître l'organisation, sa mission, ses enjeux. Donc, on va, pendant la prochaine heure, avec Laurent, discuter de ces quelques questions. On a reçu une soixantaine de questions provenant de votre part pour discuter de certains enjeux que vous rencontrez dans vos organisations. Laurent va les aborder en partie lors de sa présentation et on n'aura pas l'opportunité, évidemment, d'aller très en détail. C'est vraiment un survol qu'on fait aujourd'hui, mais on espère que ça va alimenter des réflexions au sein de vos organisations et que vous allez aller chercher quelques outils pour mieux attirer et retenir des administrateurs, employés et bénévoles. Donc, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Vous allez recevoir un aide-mémoire également, mais ce ne sera pas l'intégralité de la présentation qui vous sera partagée. Donc, Laurent, je vais t'inviter à activer ta caméra et à partager ta présentation. Puis, je termine en disant que le webinaire vous est offert par Concertation Montréal dans le cadre de l'initiative Leadership Montréal qui vise à accroître la diversité et à atteindre la parité au sein des conseils d'administration. Puis le webinaire est rendu possible grâce au soutien de l'agglomération de Montréal ainsi que du soutien financier du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, Laurent, je te laisse poursuivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, je suis persuadé là, que le thème d'aujourd'hui colle vraiment aux préoccupations de beaucoup de dirigeants d'OBNL à Montréal et au Québec. Donc, à tous et à toutes, un bon webinaire. Bonjour Philippe, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais tout de suite partager une petite présentation que j'ai préparée pour vous. Et voilà, c'est parti. Donc, écoutez, c'est ça, c'est pas la première fois que j'interviens auprès de Concertation Montréal. Quelques expériences comme administrateur dans des organisations à but non lucratif. Et puis, effectivement, là, je donne, moi et mon équipe, on donne beaucoup de formations, notamment depuis la pandémie, pour faire en sorte de pallier à tous les défis que représente cette pandémie. On va en nommer quelques-uns pour être capable de voir comment, justement, la reconnaissance peut répondre à certains de ces défis-là. Donc, quand on regarde ça, je vous mets juste un petit agenda où vous préparez. Donc, on va parler de la réalité des OBNL. On va faire quelques validations de ce point de vue-ci. Ensuite de ça, on va parler de la reconnaissance, en quoi ça consiste. Et ensuite, on va parler des formes que peuvent prendre la reconnaissance pour finir sur quelques idées. On n'aura pas le temps, bien entendu, de répertorier toutes les activités possibles en termes de reconnaissance. Mais déjà, on va pouvoir peut-être, je vais pouvoir en partager quelques-unes avec vous. Si vous en avez d'ailleurs des idées d'activités de reconnaissance au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les mentionner là dans le chat, là, dans la fonctionnalité de discussion, parce que voilà, ça fera plaisir de pouvoir les partager. Là, vous avez tellement fait des belles choses et puis n'hésitez pas à les partager. Alors, voilà, quelques réalités. Vous allez voir, je vais dresser un tableau assez sombre, mais certainement, en tout cas pour certains d'entre vous, réaliste par rapport à la situation. Donc, une petite revue de la situation. Premièrement, vous avez, alors,
pouvez peut-être, ça dépend des organisations, mais vous avez naturellement déjà, par votre mission, souvent des ressources financières limitées. La crise le sait, pour être en contact avec beaucoup de dirigeants d'OBNL et d'administrateurs. Certains ont dû revoir leur budget, réduire leur budget, peut-être des fois réduire les projets. Donc, voilà, il y a des contributions financières privées aussi qui ont été réduites dans certains cas. Et puis, ça, on le sait, hein, ça fait en sorte que des fois, c'est difficile pour vous d'à côté les conditions d'opération et les conditions d'emploi que peuvent avoir certaines grandes entreprises privées ou d'autres organismes publics. Vous avez aussi un nombre important de vos contributeurs qui sont bénévoles, donc ils ne sont pas rémunérés. Et puis, en général, le conseil d'administration est composé d'administrateurs qui sont bénévoles, mais c'est quand même assez rare. Hein. Quelques organisations là, offrent des jetons de présence à des administrateurs, mais c'est peut-être plus l'exception que la règle en soi. Deuxième défi ou contrainte que vous avez, c'est le travail à distance. Alors là, c'est peut-être pas particulier aux OBNL, même si des fois, les OBNL étant des fois constitués de personnes, des fois étant quand même un bon niveau d'ancienneté, etc. Il n'y a pas toujours, dans tous les cas, une littératie informatique élevée. Il n'y a pas toujours un niveau de confort naturel avec des outils collaboratifs en ligne. Et puis, on le sait, travailler à distance, ça fait en sorte que des fois, on n'a pas les conditions réunies pour travailler efficacement. Exemple, hein, on a des personnes de notre entourage qui travaillent au même endroit, à notre domicile. Ça peut être un peu plus compliqué là, de pouvoir travailler de manière confortable. On le sait, on le voit qu'il y a aussi une certaine lassitude des rencontres virtuelles. Alors déjà, des fois, de faire des rencontres lorsque c'était le soir, par exemple, pour les administrateurs, mais en plus, lorsqu'on a travaillé, mettons, toute la journée sur un écran, puis le soir, il faut retourner sur un écran pour faire une rencontre de conseil d'administration alors qu'on est bénévole, ça peut être un petit peu démotivant et difficile pour certains. Il y a aussi un délitement du sentiment d'appartenance aux organisations. Entre guillemets, vous avez une petite chance qui est que pour la plupart de vos organisations, vous avez une mission forte auquel je peux imaginer les employés, les administrateurs, les bénévoles adhèrent. Donc ça peut vous aider. Mais ceci étant dit, sur le sentiment d'appartenance des fois à une équipe ou autre, ça peut être plus compliqué lorsqu'on est à distance sur une période long terme. On a aussi des risques psychosociaux. Ça a été quand même assez bien étudié et répertorié. On a des risques reliés à l'isolement. On a des risques reliés au stress, reliés aux objectifs, à l'atteinte des objectifs. On a des fois des risques psychosociaux reliés à la perte de sens, perte de contrôle, etc., etc. Donc, ça peut représenter là, quelques défis quand même de taille pour des dirigeants ou administrateurs d'OBNL. On a une courbe démographique qui nous le disait depuis un certain temps, qu'il y avait un vieillissement de la population active et on le sait notamment là dans les OBNL, il y a beaucoup de personnes notamment qui sont sur le bord de quitter le marché de l'emploi, de partir en retraite et donc il faut être capable de renouveler la main-d'œuvre, les employés, renouveler aussi les administrateurs. Hein, il y a beaucoup, je connais quand même beaucoup de conseils d'administration qui luttent férocement pour être capables de pouvoir renouveler leur conseil d'administration, trouver des nouveaux administrateurs. Donc, c'est pas facile de ce point de vue-là. Et puis, qui plus est, il y a quand même un taux d'emploi assez élevé. Donc, ce qui fait que peut-être des personnes n'ont pas toujours de temps disponible pour être en mesure d'être bénévole, soit sur le conseil d'administration ou bénévole simplement dans une organisation. Donc, je voyais des commentaires, il y a des commentaires qui à l'effet que certains d'entre vous, là, parce que je voyais la composition, là, beaucoup d'entre vous, vous êtes cadres dans des organisations BNL, et puis nombre d'entre vous êtes aussi administrateurs. Donc, des fois, peut-être je peux imaginer, vous êtes peut-être même des fois les deux chapeaux, hein, c'est que vous êtes à la fois dirigeant pour une organisation et administrateur sur une autre. Mais je voyais beaucoup dans les commentaires qu'il y avait, nous devons, comme administrateurs, étant donné que nous n'avons pas de direction générale ou nous n'avons pas d'employés, nous devons prendre les rênes de l'association
en question. Donc, ça peut poser là, quelques difficultés. Ensuite de ça, il y a un niveau d'engagement variable. On peut avoir des employés très, très engagés, des administrateurs très engagés, et puis on peut en avoir d'autres qui sont un petit peu moins. Alors, va avoir comme conséquence qu'il y avoir un sentiment d'inéquité de traitement ou de considération. Donc, on peut beaucoup voir et entendre, j'en fais plus, mais je ne suis pas plus reconnu pour ça. Donc, certains disent, je continue, puis d'autres vont dire, je me pose la question si je vais continuer à en faire un peu plus que les autres, alors qu'il n'y a pas de considération, il n'y a pas de retour en lien avec mes efforts. Donc, voilà, ça peut créer aussi d'autres défis. Et puis, je disais que je dressais un tableau un petit peu sombre. En fait, tous ces éléments-là, le manque de ressources, la charge de travail, parce que oui, pénurie de main-d'œuvre va aussi créer la charge de travail, le travail à distance, etc., peut avoir comme effet d'avoir des employés, des bénévoles, des administrateurs qui sont épuisés. Ça peut être l'un ou l'autre, peu importe, mais on a souvent ce genre de situation qui arrive. Alors, j'ai peut-être une petite question à vous poser dans votre réalité. Puis juste pour vous dire, tous les sondages sont configurés pour être confidentiels. Donc, en fait, semblez-vous bien à l'aise de dire, de faire part de votre réalité. Hein. C'est juste pour voir un peu là, où est-ce qu'on en est. Question de sondage que j'ai à vous poser, c'est de savoir quelle est votre réalité, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui correspond à votre réalité dans votre organisation? Est-ce que vous êtes face à, effectivement, des ressources financières limitées, travail à distance, je vois une petite faute d'orthographe, je vois c'est limité EES. Travail à distance, pénurie de talent, des employés bénévoles, administrateurs épuisés, un niveau d'engagement variable. Donc, on se donne un petit 25 secondes exactement. Là, je rajoute du stress. C'est pas l'idée. Alors, on se donne un petit 5 secondes. Alors, quand on regarde ça là, dans les personnes qui ont répondu, je partage les résultats avec vous. Donc, on voit niveau d'engagement variable. Donc, c'est ce que vous vivez. Hein. Vous avez des personnes qui restent engagées et d'autres personnes qui ne le sont pas. Deuxième élément, pénurie de main-d'œuvre. Donc, manque de ressources pour pouvoir faire opérer l'organisation. Et puis, ensuite de ça, à part égale, ressources financières limitées et travail à distance. Donc, on le voit là, puis quand même, hein, 44% d'entre vous, vous répondez que vous avez soit des employés, soit des bénévoles, soit des administrateurs qui sont épuisés. Donc, c'est ça, c'est pas une situation fascinante. Alors, si on continue, là, je dirais pas, je vais surtout pas dire que la reconnaissance répondra à tous ces défis, mais ceci étant dit, peut être en mesure de répondre à certains de ces défis, en tout cas en partie. Donc, quand on regarde, par exemple, il y a une étude qui a été menée par le Boston Consulting Group qui, en fait, a interrogé plus de 200 000 employés et qui rapporte que l'élément le plus important dans le travail des employés, ce n'est pas le salaire. Pas le salaire, parce que parmi tous les éléments qui étaient proposés, le salaire est arrivé en 8e position. Ce n'est même pas les caractéristiques du poste qui est arrivé dans ce cas-ci en 9e position. Et ce n'est pas non plus le gestionnaire qui est arrivé quand même en 4e position, mais ce n'était pas la première position. Eh bien, la première position, ça correspondait à se sentir apprécié. Donc, c'est ce qui a été répondu par une grande majorité là, des personnes interrogées. C'est que ce qui est le plus important pour nous, dans notre travail, c'est de se sentir apprécié dans notre milieu de travail, etc. Alors, je trouve que c'est important de le prendre en considération parce que vous comprenez très, très bien que la reconnaissance va pouvoir jouer un rôle important à cet effet-là. Il y a d'ailleurs
vous voyez que la donnée qui a été fournie en 2018, hein, on est avant la pandémie, mais quand même, le manque de reconnaissance est la deuxième cause de stress au travail. D'ailleurs, il y avait eu des études en 2007 qui avaient été faites par le Journal of Epidemiology of Community Health et qui montraient qu'un manque très important de reconnaissance au travail peut augmenter jusqu'à 1,7 fois le risque de maladie cardiovasculaire et jusqu'à 1,9 fois le risque de détresse psychologique. Vous voyez, il y a un impact important. Et puis, l'autre élément que je peux partager avec vous, c'est que, alors c'était une enquête de 2011, mais quand même intéressante, au Québec, par l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité au travail, qui faisait ressortir que, je ne pense pas que les chiffres aient beaucoup changé depuis, mais 42% des répondants jugent recevoir une faible reconnaissance au travail. Donc, ça vous donne un peu une idée là-dessus. Alors, on se dit souvent la reconnaissance, on l'a vu, on se dit souvent c'est le salaire, c'est les conditions d'emploi, c'est d'offrir des cadeaux, etc. Hein, tout ce qui est tangible. En fait, une étude montre que 83% des employés disent que la reconnaissance au travail est plus satisfaisante qu'une récompense ou qu'un cadeau. Donc, vous voyez, des fois, là, on peut penser que c'est les éléments tangibles, mais ce n'est pas forcément ça. C'est, encore une fois, là, on voit que la reconnaissance au travail a un impact important. J'ai une petite question pour vous, à savoir, vous-même, comment vous considérez-vous par rapport à ça? Considérez-vous que vous vous sentez reconnu pour votre contribution au sein de votre organisation? Allez-y, là, spontanément. Alors, je ferme dans 5 secondes. Hop. Alors, il y a plutôt une bonne nouvelle. Il y a plutôt une bonne nouvelle, en tout cas vous concernant. Alors, c'est sûr que vous avez peut-être des profils qui ne sont, qui correspondent pas au profil, en fait, de la plupart des études que je viens de nommer. Les études nommer davantage en fait, ça peut être des gestionnaires, mais principalement des employés. Dans votre cas, voilà, il y a quand même 78% d'entre vous, vous dites oui. Donc, c'est plutôt positif. Il y a quand même dans vous-même, là, vous dites, 22% d'entre vous, vous dites, non. Donc, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez imaginer peut-être, là, j'aurais tendance à vous poser la question, au niveau de vos employés, est-ce que vous considérez qu'ils se sentent eux-mêmes reconnus pour leur contribution au sein de votre organisation? Alors, on va commencer à regarder un petit peu, excusez-moi, j'essaie d'avancer. Ah, ok, parfait. Désolé. Le pouvoir de reconnaissance, vous allez voir qu'il est très fort. Et puis, le pouvoir de reconnaissance, il peut agir. Alors, bien sûr, hein, il peut agir sur les actions, il peut agir sur la perception. On l'a vu, ça va pouvoir agir sur tous ces risques psychosociaux qu'on a démontrés. Mais je vais peut-être soulever 2-3 points que je trouve intéressants à soulever reliés aux impacts de la reconnaissance. Le premier élément, c'est la prise de conscience, simplement. Déjà, lorsqu'on fait de la reconnaissance, nous, ça nous force à faire un exercice un peu d'investigation, d'observation de ce que fait la personne. Alors, j'ai eu beaucoup de questions à savoir comment on peut évaluer le travail des uns et des autres, etc. Alors, ce n'est pas l'objet vraiment du webinaire, mais la question se justifie, par contre. La question se justifie, c'est que si on veut reconnaître, on doit être capable d'évaluer un niveau de contribution particulier. Donc, mais rien que de faire cet exercice, de dire, moi, je vais entre guillemets, me forcer dans le sens où ce n'est pas naturel pour vous, mais je vais m'atteler à reconnaître la contribution, il va falloir faire une certaine prise de conscience de la contribution des autres. Ça va aussi permettre une prise de conscience pour la personne en elle-même qui reçoit la reconnaissance. Vous avez une personne qui travaille
au niveau de l'administratif, par exemple, la personne, eh ben, elle n'a pas l'impression qu'elle contribue particulièrement. Elle a peut-être l'impression qu'elle ne fait que son travail. Et puis qu'elle le fait peut-être bien, mais qu'elle ne fait que son travail. Ben, d'être capable, vous imaginez bien qu'une personne qui travaille en administratif, en comptabilité par exemple, ou autre, qui travaille à distance, qui se dit, ben, moi je fais mon travail, c'est possible qu'au bout d'un moment, elle se démotive un petit peu. Alors au contraire, si on souligne ses contributions, ses efforts particuliers ou autres, et qu'on est capable de lui, par cette reconnaissance, de démontrer l'impact positif qu'elle a sur l'organisation, sur les membres de l'association, par exemple, sur même la société, eh ben, c'est sûr que ça va donner beaucoup de sens à son travail. Et donc, ça va être intéressant là, parce que ça va certainement permettre à augmenter son niveau de satisfaction et d'engagement. Et puis, ultimement, bah, la prise de conscience, elle va servir aussi pour les personnes autour. Ça peut être vous qui fassiez la reconnaissance, la personne reçoit la reconnaissance, mais il y a toutes les personnes qui vont être témoins de cette reconnaissance, qui vont aussi prendre conscience de la contribution de cette personne en administration, en comptabilité, pour lesquelles ils n'avaient peut-être pas pris conscience naturellement de sa contribution particulière. Deuxième élément, c'est, et je pense que face aux défis auxquels on fait face, c'est important d'apporter un état d'esprit positif, un état d'esprit où, en fait, vous savez ce que on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance tous à avoir un biais de négativité. C'est dans nos gènes, c'est humain. C'est-à-dire qu'on va se souvenir plus naturellement de ce qui s'est pas bien déroulé, plus que ce qui s'est bien passé. On va se souvenir plus facilement des problèmes qu'on a eus, plus que des bons coups. Alors, justement, bah, la reconnaissance va pouvoir peut-être permettre de rééquilibrer les choses et d'apporter un environnement de travail où, dans la perception des gens, dans le vécu des personnes, eh ben, ça va être finalement une expérience plus positive là-dessus. Et vous savez, on parle beaucoup en ce moment de l'expérience candidat et de l'expérience employé, parce qu'on veut pouvoir attirer mais retenir les employés. Alors, si on est capable de créer cet état d'esprit positif, eh ben, ça nous aide beaucoup aussi au niveau de la collaboration interne au sein de l'organisation entre les employés. Dernier élément, ça va donner de la confiance. Ça va donner de la confiance à la personne qui reçoit la reconnaissance. Vous savez, on est dans un environnement qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'insécurité. Donc, en donnant de la reconnaissance, eh ben, on crée des zones de confort, on crée des zones de sécurité qui va faire en sorte que chacun, on va aussi être plus à même de vouloir communiquer de manière authentique et directe. Souvent, des fois, c'est que en tant que dirigeant d'organisation, on lance un mouvement. On lance un mouvement et en espérant que, en fait, d'autres reprennent ce mouvement et fassent en sorte qu'eux aussi, eh ben, ils soient capables de pouvoir se donner de la reconnaissance les uns les autres. Donc, ça va créer vraiment un sentiment de confiance pour les personnes qui reçoivent, mais pas seulement. Ça peut aussi être un effet mobilisateur pour les autres personnes qui vont se dire, ben, écoute, je suis confiant qu'on est capable de faire des choses. Puis je vois que c'est reconnu. Donc, quelques éléments, vous voyez qu'il y a vraiment les pouvoirs de la reconnaissance sont quand même assez forts. Alors, il y a un autre élément que je vous partage. Bon, je vous partage parce qu'on est juste entre nous, vous voyez, mais voilà, je vous partage, c'est le principe de réciprocité. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. C'est un principe que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, l'autre personne va la plupart du temps se sentir redevable. Donc, elle va vouloir peut-être nous donner quelque chose ou nous en donner plus. Alors, vous comprenez ce principe-là. J'avais beaucoup de questions qui étaient posées au niveau de comment on fait ou dans ces temps difficiles, comment on fait pour engager? Comment on fait pour engager les administrateurs à en faire plus? Comment on fait pour engager les bénévoles à participer aux activités, etc. Je pense que la reconnaissance, sans rentrer dans la manipulation, on va le voir qu'il y a des formes de reconnaissance, mais on peut s'attendre, sans que ce soit une obligation, hein, mais on peut s'attendre à ce que naturellement, lorsqu'il y a une reconnaissance qui est faite, la personne va vouloir naturellement, en retour, en donner plus ou va vouloir aider aux besoins si jamais il y a besoin.
Donc, c'est intéressant là, de l'avoir en tête aussi, ce principe-là. Alors, je vais parler des formes de reconnaissance euh, qui peuvent prendre vraiment différentes formes. Et on va le voir, c'est intéressant d'être capable de varier dans les formes de reconnaissance. J'ai par exemple une organisation avec qui on travaille qui en fait avait mis en place à chaque semaine, il y avait une rencontre où il y avait de la reconnaissance qui était faite. Et à chaque fois, c'était le dirigeant de l'organisation qui reconnaissait la contribution de chacun. Ben, en fait, malheureusement, au bout d'un certain temps, au début, il y avait un effet de surprise, il y avait un effet de nouveauté. Et au bout d'un certain temps, malheureusement, quand moi j'étais en contact avec certaines personnes de l'organisation, on me disait, ben, ça pue tellement d'effets, là. Ça pue tellement d'effets. C'est pas que c'est mal fait, mais c'est que en fait, on sait que ça va s'en venir et ça devient automatique. Donc, c'est sûr que ça n'a plus l'impact que ça avait au tout début. Alors, il y a une question que je trouvais intéressante. Et puis, je l'ai vraiment reprise mot pour mot. Si c'est vous qui l'avez écrite, vous allez sûrement vous reconnaître. Mais la question était la suivante. De quelle façon peut-on reconnaître la contribution de façon à ce que cela soit utile sans tomber dans la complaisance? Puis, il y a un risque que la reconnaissance soit mal apportée ou trop systématique. Ça, je vous le confirme. On va le voir. De sorte qu'elle ne se répercute pas en amélioration de la performance et de l'engagement. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, c'est quelques critères qu'on peut considérer, puis quasiment même, moi, des fois, je l'utilise comme une liste de vérification avant de faire une reconnaissance, c'est un peu plus formel. Je vais m'assurer de savoir est-ce que je rentre dans les clous ou pas. Donc, je vous donne ces critères-là. C'est des critères qui ont été en fait qui sortent du centre de recherche de l'Université de Laval. Vous avez le lien pour y aller si éventuellement. Mais je trouve intéressant. Je trouve intéressant. J'ai un peu adapté, mais bon, il y a des éléments que je trouve vraiment très intéressants. La première chose, c'est ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on fait de la reconnaissance, il faut que la reconnaissance soit spécifique. Le plus possible, lorsqu'elle est formulée de manière précise, qu'elle est basée sur des faits précis, plus ça va avoir d'impact, plus la personne va lui donner aussi, on parle de légitimité, va lui donner de la légitimité. Et puis les personnes qui sont témoins de cette reconnaissance-là vont aussi être beaucoup mieux alignées, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est reconnu dans l'organisation là-dessus. Donc, peu importe si c'est un fait, une attitude, un trait de personnalité, peu importe, on va le voir, un effort, une réalisation, peu importe, mais plus vous êtes précis, donc plus vous êtes capable de dire, au lieu de dire, par exemple, écoutez, cher administrateur, j'aimerais reconnaître vos contributions à travers l'année pour ceci. Alors, ça peut être fait, mais dans ce cas-là, ça serait bien de pouvoir peut-être être plus spécifique. Notamment, je tiens à remercier le comité RH pour avoir revu, m'avoir aidé comme directeur ou directrice générale à revoir vraiment toutes nos politiques, par exemple, à travers l'année, etc. Donc, vraiment d'être capable de remercier nommément les personnes qui font partie de ce comité-là, ça va être beaucoup plus spécifique, ça va avoir un impact beaucoup plus fort que d'être dans le générique. Là, on voit des fois, c'est un peu trop générique et ça n'a pas l'impact voulu. Deuxième élément, d'être réactif au niveau du moment auquel on va donner on va offrir la reconnaissance. J'entends ça vous dire, c'est que plus la reconnaissance est manifestée dans un délai proche après l'accomplissement du travail, après l'illustration du comportement, peu importe, l'obtention du résultat, etc., eh bien, plus ça va avoir un impact important. Ça va donner vraiment une impression aussi de spontanéité. Donc, ça va donner vraiment, là, ça va donner une certaine marque par rapport à ça. Troisième élément, et puis là, j'ai parlé de spontanéité, je vais parler de sincérité. Si vous ne vous en sentez pas le goût, alors on peut se forcer un petit peu, mais si ça ne vient pas de vos tripes,
malheureusement, ça n'atteindra pas non plus le cœur de la personne. Donc, il faut que ça soit le plus authentique possible, empreint de franchise. Des fois, il y a des clients qui me disent, écoutez, il faut vraiment qu'on prépare. Je dis oui, et ne surpréparez pas, parce que vous allez perdre en spontanéité, en authenticité, etc. Et regardez les points majeurs que vous voulez témoigner. Et puis, si c'est un témoignage oral, eh ben, dans ce cas-là, là, vous avez des éléments majeurs, vous avez les faits sur lesquels vous basez, vous savez à qui vous adressez, etc. C'est très bien, ça va suffire. Le reste, le naturel va faire le travail. La légitimité est aussi importante, c'est-à-dire notamment la source de reconnaissance. La source de reconnaissance, idéalement, j'aurais tendance à dire, d'une personne qui est vue comme crédible pour donner la reconnaissance. Alors, crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intention est bonne. Et puis, des fois, ça peut être très bien de dire quelle est votre intention. Mon intention, à partir d'aujourd'hui, c'est, je ne l'ai pas toujours fait, mais je sais qu'on vit des moments difficiles, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ben, je tiens, à partir d'aujourd'hui, à vraiment régulièrement reconnaître la contribution de chacun parce que vous le méritez, puis parce que je trouve que c'est juste de le faire. Donc, des fois, donner son intention. Des fois, peut-être, la personne qui peut aussi donner, offrir sa reconnaissance, ça peut être la personne qui connaît bien le métier du destinataire, si vous voulez, de la reconnaissance, qui connaît les défis, qui est capable de pouvoir faire des reflets avec d'autres situations qui ont été vécues à d'autres moments. Donc, qui connaît la pratique professionnelle, hein, idéalement. C'est pas une obligation, mais ça peut être bien, par exemple, que à un moment donné, puis là, je vais parler de la proximité hiérarchique. Proximité hiérarchique, c'est que c'est toujours bien d'avoir aussi une personne qui soit d'un niveau supérieur hiérarchiquement, mais pas de 15 niveaux supérieurs. Alors, ça peut être bien, des fois, d'avoir une personne, mettons, le dirigeant de l'organisation ou le président du conseil d'administration. Ça peut constituer une source de fierté et de valorisation pour certains employés, par exemple. Mais ceci étant dit, c'est bien si c'est comme aussi repris par le supérieur hiérarchique immédiat. Vous voyez, il y a une belle logique comme ça là, qui va pouvoir enrichir aussi sur donner des exemples de la contribution particulière de l'employé. Et puis, on a la personnalisation qui est aussi importante, donc d'être capable de pouvoir, comme je vous disais un peu tout à l'heure, on peut dire un groupe d'employés, mais c'est toujours bien de personnaliser, de peut-être donner des petits mots supplémentaires, hein, dépendamment de la contribution particulière de chacun au sein du groupe là-dessus. Par ailleurs, lorsque vous reconnaissez une personne en particulier, vous n'êtes pas obligé de reconnaître tout le groupe au complet ou de reconnaître tous les membres de ce groupe-là les uns après les autres. Ça peut être très, très bien, hein, justement, de cibler, dépendamment du moment, une personne en particulier qui a contribué de manière particulière à un moment donné et à un autre moment, ça sera peut-être une autre personne. Mais on n'est pas obligé de rendre ça systématique par rapport à ça. Et puis, le dernier élément, c'est la forme variée. Alors, on va le voir, il y a différentes formes qui existent. D'éviter de pouvoir de toujours faire la même chose tout le temps. Donc, d'essayer d'exprimer la reconnaissance par l'intermédiaire d'un éventail de moyens diversifiés. Là, on va le voir par la suite. Alors, qui reconnaît et qui se fait reconnaître? J'ai tendance à dire et essayer d'élargir là aussi vraiment l'éventail des personnes qui pourraient jouer le jeu de la reconnaissance. Donc, la direction générale, bien entendu, hein, là-dessus, les gestionnaires, hein, comme je l'ai dit, qui peuvent aussi prendre le relais, qui peuvent préciser certaines contributions particulières. Les employés, un employé peut très bien reconnaître la contribution d'un autre employé. Ça peut être les membres d'une association, par exemple, aussi, qui peuvent reconnaître parce qu'eux sont à certains égards, des usagers, des clients, des fois, de tout ce travail-là, ce beau travail qui a été accompli. Donc, peuvent témoigner aussi de l'impact que le travail a eu. Les bénévoles, les bénéficiaires, les partenaires, etc., etc. Ce que j'aurais même tendance des fois à vous dire, une petite astuce, c'est que des fois, si on est dans la direction générale, c'est difficile d'avoir une vision vraiment précise de la contribution de certains collègues. Alors, ça peut être intéressant d'aller en exploration
et demander à des personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent directement avec ces personnes-là, des personnes, des collègues seniors, on leur demande de soumettre des noms de personnes qui se sont démarquées dans la dernière semaine là-dessus. Donc, demander aux membres des comités, hein, pour les administrateurs, qui a donné un petit effort particulier, et puis de souligner cet effort-là. Une question qui a été posée, que je trouvais très très bonne, a été posée 2 fois, d'ailleurs je l'ai vue. Première manière de dire, c'était comment reconnaître sans donner l'impression d'acheter son CA. Il y avait une autre question qui était comment créer un esprit d'équipe sans que cela soit interprété comme une tentative de soudoiement. Et je comprends la question. Et à mon avis, c'est que si on applique de manière rigoureuse ces critères d'une bonne reconnaissance, on ne devrait pas tomber dans ces travers de perception possibles qu'une reconnaissance soit faite, par exemple, la direction générale envers ses administrateurs, par exemple, qui pourrait donner cette impression-là. Alors, moi, j'entends ça à vous. Je remets les critères, mais c'est sûr que si vous en mettez des couches et des couches, que c'est pas justifié, c'est que c'est pas forcément légitime, c'est pas forcément sincère, c'est pas au bon moment. Donc, si par exemple vous faites une reconnaissance, vous n'avez jamais fait de reconnaissance envers les administrateurs et vous le faites juste avant l'évaluation annuelle de la direction générale, c'est peut-être pas le bon moment. Ça peut être effectivement vu comme une certaine tentative de manipuler, en tout cas de la perception que les administrateurs peuvent avoir envers la direction générale. Donc, c'est sûr que c'est là qu'il faut faire un petit peu preuve de doigté au niveau de à quel moment, comment on va donner notre reconnaissance. Et si on le fait bien, j'entends ça vous dire, il y a toujours des risques de perception. Mais après, c'est de mesurer quels risques on est prêt à prendre et lesquels on n'est pas prêt à prendre. Quand vous voyez en fait tous les impacts que la pandémie a sur les organisations et sur les individus, je vous dirais que des fois, le jeu en vaut la chandelle de prendre certains risques reliés à donner la reconnaissance. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques formes en fait de reconnaissance. Alors, il y a Jean-Pierre Brun notamment, là, un professeur qui a développé un modèle avec 4 grandes formes et puis qui a été pas mal reconnu et validé là, dans le milieu de la gestion des ressources humaines notamment. C'est 4 formes de reconnaissance qui vont commencer par, en général, c'est peut-être celles qui viennent le plus naturellement, c'est qu'on va reconnaître en fait les résultats. Donc, on va s'intéresser le plus possible à des éléments tangibles. Hein. Il y avait des objectifs, on atteint les résultats, donc on va reconnaître l'atteinte des résultats, des résultats qui sont observables, mesurables, contrôlables, le plus possible, hein, j'ai tendance à dire, parce que si vous reconnaissez des résultats qui sont hors du contrôle, ça peut se faire aussi, mais c'est sûr que plus vous êtes capable de faire le lien entre l'action de la personne dans un contexte donné. Donc souvent, c'est ce qu'on fait. On fait contexte, action, résultat. Donc on est spécifique là-dessus et plus ça va toucher la personne va se sentir vraiment, elle va se sentir vraiment comprise dans ce qu'elle a réalisé. Deuxième élément, c'est de reconnaître les efforts. Et c'est intéressant parce que des fois, ça arrive qu'on n'ait pas d'opportunité de reconnaître les résultats. C'est possible. Le contexte, peut-être notamment, peut expliquer qu'on n'atteint pas les objectifs. On n'a pas les résultats qu'on voulait. Donc, dans ce cas-ci, il y a toujours une autre option qui existe, c'est de reconnaître les efforts qui ont été portés. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec des résultats. Ça va des fois tout simplement se traduire par un remerciement pour les efforts qui ont été accomplis, pour un investissement personnel au quotidien, pour un effort particulier qui a été donné pendant une situation qui était critique. Donc, c'est intéressant de le faire. Par exemple, si aussi vous avez, la personne, c'était pas son rôle, mais vous lui avez délégué une partie de vos tâches,
eh ben, ça peut être bien de le faire. Des fois, c'est ce qu'on fait aussi avec notre conseil d'administration. On fait un petit peu de délégation de pouvoir, là, des fois. Donc, ben, ça peut être bien dans ce cas-là de reconnaître vraiment les administrateurs pour avoir vraiment pris en charge ce rôle-là qui n'était pas le leur initialement. Troisième forme, c'est les pratiques de travail. Donc, ça va plutôt faire référence à, on va s'intéresser à la qualité du travail, ou simplement au travail bien fait. La personne suit les règles, suit les procédures. La personne est simplement présente. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas d'effort particulier, il n'y a pas de résultat particulier, mais on remercie que dans cette tourmente, la personne garde le cap et elle continue à, des fois même, exécuter ses tâches de la manière la plus professionnelle possible. Et puis, on a, pour finir, on peut reconnaître la personne. Donc, la personne, on va la reconnaître, on reconnaît l'individu, on ne reconnaît pas la fonction, on reconnaît vraiment l'individu à travers sa personnalité, sa générosité, l'ambiance qu'elle peut apporter au sein de l'équipe. Donc, on va des fois, là, simplement, il n'y a pas de reconnaissance de résultats, d'efforts ou de pratiques particulières, mais on va reconnaître la personne juste pour qui elle est et ce qu'elle apporte au sein de l'équipe. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quelles formes de reconnaissance, puis on pourrait mettre au pluriel parce que vous avez plusieurs choix de réponse, mais quelle forme de reconnaissance avez-vous tendance à utiliser régulièrement? Est-ce que c'est plus les résultats, l'effort, les pratiques de travail, la personne? Alors, 1, 2, 3 et je montre les résultats. Je suis assez impressionné, je vous l'avoue, parce que à travers les années, quand je posais la question, beaucoup de personnes répondaient ce sont les résultats. Ce sont les résultats. Alors certainement qu'aussi de par la nature de vos organisations à but non lucratif, ben, vous êtes des fois sur d'autres éléments et c'est tout à votre honneur là-dessus parce que je vois que l'effort et la personne sont des éléments là, que vous reconnaissez régulièrement. Donc, bravo pour ça, c'est bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'utiliser cette panoplie, entre guillemets, d'outils de reconnaissance et de ne pas uniquement reconnaître, par exemple, juste les efforts lorsqu'on pourrait reconnaître les pratiques de travail ou la personne. Je vais juste... je pense que je n'ai pas fermé le... Vous savez, on est comme des... Avec tous ces outils-là, là, des fois, on a l'impression de jongler avec plusieurs... on est homme ou femme orchestre. Alors, il y avait une question qui était posée, comment on connaît la contribution de certains membres du CA qui s'impliquent plus que les autres? En fait, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, n'ayez pas peur de reconnaître. N'ayez pas peur de reconnaître certaines personnes en particulier. Si on suit nos critères qu'on s'est dit, donc c'est sincère, c'est légitime, c'est justifié, c'est précis, etc., eh ben, tout le monde va comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous reconnaissez certaines personnes en particulier et on peut espérer que ça fasse un effet de mouvement et que peut-être d'autres personnes qui peut-être étaient moins impliquées veuillent aussi s'impliquer de manière plus naturelle. Alors, quelques manières peut-être qu'on peut donner en groupe, des réunions d'équipe, des réunions de CA, des assemblées générales annuelles. Donc, ça peut être des bonnes opportunités. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est à certains égards, n'attendez pas trop longtemps. Parce que des fois, on attend la rencontre d'équipe, on attend l'AGA avant de reconnaître la contribution, par exemple, des administrateurs ou de certains employés. C'est des fois trop tard. C'est des fois trop tard simplement pour avoir un impact suffisant, ou peut-être des fois c'est trop tard parce que les personnes sont déjà passées à d'autres choses. Donc, si jamais, ben, il y a d'autres opportunités, des communications internes, l'intranet, le courriel, des applications comme si vous faites
des applications de discussion instantanée, là, comme Teams ou autres, qui vous permettent de pouvoir, de manière formelle ou informelle, reconnaître la contribution des personnes. Les communications externes, à travers vos infolettes, moi, ce que je regrette, par exemple, souvent, c'est que on a tendance à souligner lorsqu'un administrateur a été élu, par exemple, va intégrer le conseil d'administration, et puis après, plus rien. Après, plus rien. Donc, finalement, on va reconnaître le fait que la personne a été élue, mais on ne reconnaît pas sa contribution par la suite, ce qui est dommage. Les communications externes dans les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas, c'est public. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'impliquer des fois de manière bénévole, qui veulent avoir de la reconnaissance, veulent une reconnaissance qui est des fois pas seulement privée, mais publique aussi, pouvoir dire qu'elles sont fières de pouvoir siéger comme administrateur au sein de telle et telle organisation. Des activités d'équipe, des activités de conseil d'administration aussi, autres que les réunions de conseil d'administration. Et puis, au quotidien, donc comme je dis, n'attendons pas d'avoir donc des fois une rencontre, et puis spontanément, ce n'était pas du tout le sujet, et spontanément, on va reconnaître la contribution d'une personne. Alors, je vais juste finir là-dessus, je vois que le temps passe rapidement. Je vous donne juste, alors c'est quelques idées, c'est pas exhaustif, mais c'est quelques idées qu'on peut avoir. Vous voyez que déjà, lorsqu'on a regardé d'un côté et les formes et les moyens de reconnaître, on a déjà quelques activités de reconnaissance qui devraient nous venir en tête. Alors, quelques idées. Communiquer la contribution, souligner un bon coup. Donc, peu importe que ce soit en rencontre, que ce soit en assemblée générale annuelle, que ce soit lors d'activités d'équipe, que ce soit vous croisez dans le couloir à distance sanitaire, ou vous êtes en rencontre spontanée, individuelle avec l'employé ou l'administrateur, il y a une occasion de souligner un bon coup, faites-le. Faites vivre une expérience. Alors, je sais que des fois, dépendamment des budgets, mais c'est drôle parce que la fin de semaine dernière, nous sommes allés à Mont-Gabriel où, lorsque je siégeais sur un conseil d'administration, nous avions fait notre lac à l'épaule à cet endroit-là, au Mont-Gabriel. Alors, je me souvenais de ces beaux moments. Ça avait été une expérience vraiment enrichissante, gratifiante, parce que c'était aussi une manière, on avait travaillé cette fin de semaine-là, mais à la fois, on avait appris à se connaître, c'était un moment intéressant, etc., etc. Donc, des fois, de faire vivre une expérience unique, impliquée de telle et telle manière. Une bonne forme de reconnaître, c'est de déléguer. Si vous êtes capable, si la personne n'est pas surchargée, mais c'est une manière de lui montrer qu'on croit en cette personne-là. On sait qu'elle a les capacités. On sait qu'elle peut apporter des résultats. On sait qu'elle peut apporter des bonnes idées, etc. Donc, n'hésitez pas à l'impliquer dans tel ou tel projet, dans des comités ou autres. Être présent dans les moments critiques, ça, c'est aussi, en soi, là, vous allez me dire, c'est pas une activité, mais oui, c'est une activité de reconnaissance. C'est d'être capable, puis si vous voulez vraiment en faire plus, puis faire une activité de reconnaissance, soyez présent, arrivez là, offrez des beignes, offrez le café, servez votre monde, faire en sorte que on sait que c'est difficile, mais vous montrez que vous êtes là. Puis c'est ces petits gestes qui vont faire la différence. Prendre du temps. Moi, je connais là une directrice générale qui m'a dit que pour Noël, elle va écrire à la main. Ça paraît bizarre, mais elle va écrire à la main les cartes de Noël pour ses employés et ses administrateurs. C'est-à-dire qu'elle va prendre le temps de les écrire à la main, les timbrer, les envoyer. Ça, c'est plus ça. Et ça, c'est sûr que moi, quand je reçois une carte de Noël, je vois que c'est écrit à la main, je dis, ah, ouais, la personne, elle a pris du temps, elle fait bien les choses. La reconnaissance mutuelle par les pairs, on appelle des fois les cercles de reconnaissance, intéressante, une activité que nous, des fois, on fait pour des clients, ou les clients peuvent le faire par eux-mêmes, mais simplement, c'est être capable de reconnaître, que chaque employé puisse reconnaître ses pairs sur quelque chose qui est autre, des fois, que même professionnel. Donc, c'est intéressant parce que là, vous verrez qu'on fait de la reconnaissance de personnes, dans ce cas-ci, dans les formes de reconnaissance. Puis, des fois, ça peut être, si vous êtes capable, d'offrir du temps de repos. Donc, ça peut être une demi-journée, ça peut être d'offrir de finir sa journée plus tôt, d'offrir du temps de repos. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de risques psychosociaux
au fait du fait de cette pandémie et de tous les impacts que ça a. Donc, ça va être apprécié, c'est capable de pouvoir offrir des temps de repos. Alors, il y a plein d'autres activités et je voulais déjà vous donner quelques idées en ce sens. Alors, je pense il y avait une question qui c'est comment reconnaître les membres de mon équipe au quotidien. Je vais répondre de manière la plus simple possible, c'est-à-dire donner de la considération. Prendre le temps et donner de la considération. Considération, ça peut être très, très bien comme arriver le matin, que les personnes soient au bureau, de les saluer à son arrivée, prendre le temps peut-être des fois de jaser, de pouvoir dire comment ça va, ton week-end, voilà, etc. D'être capable d'avoir, il faut qu'on reprenne ça. Des fois, je le vois là, au niveau du virtuel, pour ceux qui travaillent à distance, on l'a perdu, c'est un petit peu, de prendre ce temps-là, qui n'est pas du temps perdu, qui n'est pas du temps gaspillé, qui au contraire est du temps qui nous servira à justement reconnaître la personne pour ce qu'elle est, au-delà de sa fonction. Et au combien on a besoin de ça, on l'a vu là, que ça a un impact important sur les employés qui se sentent vraiment considérés. Conclusion, il y a une réalité qui est difficile pour toutes les organisations, mais notamment les OBNL. Il y a des impacts sur nos organisations, sur les individus. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on a ce pouvoir de reconnaissance qui peut prendre différentes formes, que ce soit en groupe, par des communications ou en rencontres individuelles. On peut reconnaître les résultats, les efforts, les pratiques de travail, la personne en elle-même. On peut la reconnaître sous différentes formes aussi, à travers différentes activités qui, au final, n'oublient jamais une chose, c'est que la meilleure activité de reconnaissance, c'est simplement de considérer l'autre dans la situation actuelle. Et ça va certainement être la plus belle des reconnaissances que vous allez pouvoir offrir à vos employés, à vos administrateurs, à vos bénévoles. Merci beaucoup, Laurent. On a eu quelques commentaires dans le chat, notamment une question qui touchait la principale cause. Je vais juste retourner voir au chat parce que tu indiquais que le manque de reconnaissance était la deuxième cause, je pense, de stress au travail. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de la première. Alors, si je me souviens bien, c'est la surcharge de travail qui est la première cause de stress pour la plupart des individus. Et c'est compréhensible, hein, c'est que la surcharge de travail, c'est un élément qui, on le voit beaucoup d'ailleurs en ce moment, c'est que cette surcharge de travail fait en sorte que c'est très compliqué des fois, et pour les uns et pour les autres, justement, d'appliquer cette reconnaissance. Et j'aurais tendance à dire, même s'il y a une surcharge de travail, il faut essayer de la compenser, cette surcharge-là, le plus possible. Mais déjà, rien que de la reconnaître, cette surcharge de travail. Et puis je dis ça, c'est pas anodin que je dis ça, parce qu'il y a encore beaucoup d'organisations, je le vois, où il n'y a pas une reconnaissance formelle de la surcharge. Et ça rajoute du stress au stress en soi. En tout cas, puis il y a quelques personnes aussi qui partageaient des exemples, des actions qu'elles entreprennent pour reconnaître leurs équipes. Il y en a qui parlaient de l'importance aussi de la reconnaissance un à un, donc que ça se fasse juste une tape dans le dos ou quelque chose qui n'est pas nécessairement public. Moi, je peux dire que pour travailler beaucoup avec des organisations sur les questions de gouvernance, il y a encore beaucoup d'organisations qui n'indiquent même pas sur leur site Internet le nom de leurs administrateurs et administratrices. Donc, quand il faut aller sur le site du registraire des entreprises pour trouver qui est au CA, c'est peut-être pas une grande marque. En tout cas, c'est pas la façon la mieux indiquée de souligner l'apport de ces personnes-là. J'y pensais aussi en t'écoutant tout à l'heure. Souvent, c'est quand les gens quittent qu'on les reconnaît. On fait un bien cuit, puis là, on se met à dire plein de choses, puis les gens, c'est flatteur, mais la personne, elle s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien, quand elle arrive, on la présente dans nos réseaux sociaux, mais entre les deux, on fait quoi? Donc, je pense que dans la stratégie de rétention, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Je voyais aussi que ça prend une personnalité particulière pour reconnaître. Il y a des gens qui l'ont, les gens qui gèrent des équipes de bénévoles, tout ça. Il y a des gens qui vont attirer, retenir, mobiliser.
Donc, possiblement aussi, j'imagine, dans une description de poste, quand on sait que la personne, ça fait partie de ses responsabilités, ben, c'est quelque chose qu'on devrait tester, notamment par des questions d'entrevue ou autres, pour être sûr qu'on a vraiment quelqu'un qui est capable d'amener. On peut développer ça, mais il y a des gens qui Ouais, l'ont plus que d'autres. ouais, non, mais parce qu'il faut qu'on soit réaliste aussi. Des fois, on a tellement de difficultés à recruter. Alors, plus on rajoute des critères, plus ça peut être difficile. Et moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse peut-être moyennement bien, je pas, peu importe, mais faisons-le. Parce que si la personne est capable de détecter l'intention, eh ben, elle va tout de suite comprendre que l'intention est honorable et elle va prendre la reconnaissance, elle va prendre la reconnaissance en soi. Donc, je pense que c'est toujours important, mais particulièrement pendant la période qu'on traverse. D'ailleurs, la série, on l'a appelée, la série de webinaires, on l'a appelée Rebondir, là, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui doivent rebondir, se renouveler, trouver de nouvelles solutions. Donc, C'est drôle parce que je lis un commentaire et je suis assez d'accord là-dessus. Là, je prêche pour ma paroisse, mais je vois quelqu'un qui a écrit payer une activité formatrice. Sincèrement, je peux vous le dire, pour donner beaucoup de formations, ô combien les personnes, souvent, elles sont très, très reconnaissantes de pouvoir assister à des formations, de pouvoir prendre ce temps-là d'échange, etc. Des fois, c'est un temps de recul aussi, des fois, la formation. Donc, c'est intéressant, des fois, là, c'est ça, des fois, c'est pas forcément des activités qu'on pourrait cibler comme des activités de reconnaissance, mais ça revient un peu à ce que je disais, on prend du temps pour chacun de nous, on est capable, on voit qu'il y a des efforts, on voit que c'est ça qui fait la différence des fois. C'est pas toujours une activité formelle de reconnaissance. non, effectivement, mais je pense qu'il y a des fois peut-être un petit côté tabou de dire qu'on va investir de l'argent qui est précieux, qui est rare dans l'organisation, mais je pense que c'est un bon investissement de le faire. Puis c'est une discussion à avoir aussi en conseil d'administration parce que ça doit être budgété en quelque part si on veut le faire. Donc, d'instaurer ça dans les pratiques, même un lunch de temps en temps, il y a beaucoup d'organisations qui ne le font même pas parce que elles ont peur de l'image que ça peut donner d'avoir un repas un peu plus festif là, auquel on convie les employés ou les membres du conseil d'administration. Tout à fait, tout à fait. Donc, ben, l'heure file, il est déjà midi 58. Merci énormément, Laurent, pour cette présentation. C'est un défi toujours de rentrer le contenu en 60 minutes, mais je pense qu'on a eu un très beau survol. Je rappelle que la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Vous avez également reçu, il y a quelques minutes, dans vos boîtes courriel, un aide-mémoire, donc un petit résumé de la présentation, ainsi qu'un formulaire ou un lien pour accéder au formulaire d'évaluation. Merci pour vos commentaires, ils sont toujours précieux et on en tient compte. On aura la semaine prochaine un webinaire où on va parler de règlements généraux, donc on change complètement de registre, mais c'est une bonne période. On a vu avec la pandémie, on a dû s'adapter. Il y a des mesures temporaires qui sont permises pour les OBNL, notamment la tenue de rencontres de CA virtuelles ou d'assemblées générales virtuelles, mais lorsque les mesures d'urgence vont cesser, ben, vous allez devoir revenir à vos règlements généraux. Donc, si vous faites encore référence à un télécopieur dans vos règlements généraux, si vous avez quelques éléments un peu anciens qui s'y retrouvent, c'est le temps de les rafraîchir, puis on va voir avec notre prochain formateur. Donc, on va voir comment on peut procéder, là, quel est le cycle pour réviser les règlements généraux. Puis tout au long de l'automne, on a plusieurs thématiques là, qui touchent de façon plus directe aussi la diversité, l'équité et l'inclusion au sein des conseils d'administration. Donc, merci Laurent pour ton appui et je vous souhaite à tous et à toutes un très bel après-midi, puis j'espère vous retrouver en grand nombre mercredi prochain pour le prochain webinaire. Bon après-midi. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.